Bonjour à tous, je suis Thomas Spitz et je suis ravi de vous accueillir à table, le podcast où l'on savoure le parcours d'invités inspirants autour d'un bon repas. Sans plus tarder, passons à table. Emmanuel, trop content de te recevoir à table. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Ouais, super, écoute, on est trop content de te recevoir. Tu as créé une marque qui s'appelle Girafon Bleu. Avant ça, tu as un parcours qui est un peu similaire au mien. J'ai regardé école de commerce, tu as pas mal travaillé dans la partie marketing digital aussi. Et un jour, tu t'es dit que tu allais sauver les girafes. Ouais. Donc, tu vas nous raconter tout ça. Mais est-ce qu'avant, tu peux te présenter rapidement? Comme tu l'as dit, je m'appelle Emmanuel Moggio. Je suis le fondateur de Girafon Bleu, qui est une marque de mode engagée et durable. Qui a maintenant 4 ans, alors je te parle. À la base, je viens d'Annecy, mais ça fait 8 ans que j'habite à Paris maintenant. Je vais peut-être m'en aller dans pas trop longtemps et déménager aussi les bureaux de Girafon Bleu qui sont situés aussi à Paris. T'as des idées d'où t'as envie d'aller? Ouais, dans le sud, à Marseille. Voilà, pour changer un peu. C'est que l'équipe est marseillaise. Ah, c'est vrai? Ouais. Génial. Moi aussi, je suis né là-bas. J'ai un peu envie de revenir aux racines. Et puis, tout l'enjeu va être de bouger le bureau de Girafon Bleu aussi là-bas. On est une petite team de 5 personnes maintenant, avec 3 dans le bureau et 2 freelance et des commerciaux maintenant aussi qui se promènent un peu partout en France. Et voilà, merci beaucoup de me recevoir ici. Je te propose déjà de trinquer. Voilà, à la tienne. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites chez Girafon Bleu? Alors, Girafon Bleu, parfois, je le définis comme une marque de mode, mais en réalité, c'est plutôt un projet holistique autour des girafes. C'est un animal que j'adore depuis tout petit. Je gardais cette âme naïve et un peu d'enfant, un peu d'animal totem. Et elles sont en disparition, les girafes, depuis 2016 officiellement. Ils les ont comptées en Afrique une par une et ils pensaient qu'il y en avait plein parce que pour la simple et bonne raison qu'on les voit facilement, les girafes, quand on fait des safaris, parce que c'est immense. Mais en réalité, ils les ont comptées une par une et il y en avait 40% de moins que la dernière fois qu'ils les avaient comptées, 30 ans auparavant. Du coup, 40% de moins, ils les ont direct mis sur liste rouge des animaux menacés d'extinction. Qui a fait ça? Ce sont les scientifiques de l'UICN. L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Quand j'ai préparé l'interview, j'en parlais autour de moi. Quelqu'un m'a dit: mais qui tue les girafes? C'est pour faire quoi? On fait pas de sac à main de girafe. Ils savent à quoi c'est dû? En fait, on se demande pourquoi ça disparaît. En réalité, c'est un peu comme toutes les grosses bêtes en Afrique. C'est la perte de l'habitat naturel qui est la principale raison. Donc, il y a une explosion démographique, les villes vont grandir, et les habitants vont prendre sur le territoire naturel des animaux. Pour les girafes, c'est très simple. Elles mangent des feuilles d'acacia. L'acacia, c'est leur arbre préféré. Les habitants, parfois, ont besoin de construire des petits baraquements, des greniers. Ils vont couper l'acacia. C'est essentiellement l'homme, en fait, et l'expansion de l'homme qui est responsable. Mais il y en a d'autres. Il y a le braconnage, quand même, qui tue les girafes. Il y a de la revente de peaux de girafes. Donc ça se fait quand même. Ça se fait quand même. Ils prennent la queue des girafes aussi, comme ils prennent la corne de rhinocéros pour le revendre pour la médecine traditionnelle chinoise, parce que ça aurait des vertus thérapeutiques. C'est bien le marché chinois qui est derrière ça. Ça servirait à soigner, je sais pas quoi. Donc un peu dingue, tu vois. Donc voilà, plein de raisons comme ça. Aussi les changements climatiques qui changent toute la faune et toute la flore de leur habitat. Ça m'intéresse un peu de comprendre mieux. Toi, tu avais cette passion hyper forte, tu t'es dit faut agir, ou tu avais cette passion forte pour l'entrepreneuriat et là tu t'es dit ok, comment on va faire? Ça c'est une bonne idée. Comment c'est venu? Non, franchement, c'est venu des girafes en premier. Parce qu'à la base, je voulais faire une asso pour protéger les girafes. D'accord, Et je savais pas trop quoi faire depuis Paris, peut-être sensibiliser, en parler. Et finalement, j'avais créé juste un premier t-shirt avec un petit logo de girafe bleu. Et je les ai vendus et je reversais 5 € à une asso qui protégeait les girafes, mais à côté de mon taf, quoi. Et en fait, cette mécanique est toujours la même 5 ans après avoir lancé Girafon Bleu. C'est toujours ça, on revend toujours des vêtements avec des petites girafes bleues brodées dessus et on reverse des sous à une asso qui protège les girafes. Donc tu as un truc très associatif depuis le début. Ok, trop bien. Tu disais aujourd'hui vous êtes aussi dans des magasins physiques. Voilà, le business model de Girafon Bleu a évolué. Donc au départ on a fait 3 ans en très digital et maintenant qu'on est un peu plus connu, je dis moins inconnu, on se développe en boutique. Maintenant, je pense qu'il y a 50% de notre chiffre d'affaires qui est digital et 50% qui est en boutique depuis cette année. C'est vraiment depuis 2023 qu'on a pu se développer en wholesale, donc en vente en gros, et dans des boutiques qui vont revendre d'autres marques de mode éthique, Patagonia, Veja, Faguo, Kabaya, et partout en France, dans les plus grandes villes de région. Donc c'est cool. C'est des modèles un peu que tu suis, Patagonia?
Bah, franchement, c'est le pionnier dans ce secteur qui s'appelle la mode éthique. Je trouve que le nom est un peu pompeux, mais il veut dire mode responsable, on va dire. Pionnier parce que Yvon Chouinard, c'est ça le nom du fondateur de Patagonia, je crois. Dans les années 70, il a créé Patagonia avec toujours cette volonté d'avoir un engagement en plus que de vendre simplement des fringues. Et ensuite, en France, il y a eu aussi nos pionniers qui ont été Veja. Parce que Veja, je ne sais pas si tu te souviens, mais on était au lycée quand elles sont sorties, les premières baskets. C'était pas encore trop la mode, si je dire, de la mode éthique. Et Veja, c'est production responsable au Brésil, quoi. Très transparent. Quoi. Mais je me souviens que déjà, cette notion de mode responsable, tu vois, en tout cas pour nous jeunes étudiants lycéens, c'était nouveau et on ne savait pas trop comment l'aborder. Parce que nous, on voulait de Nike, Just Do It. Donc aujourd'hui, du coup, le marché du responsable, toi, tu t'en fais quel constat? Tu le vois comment je pense qu'il va de pair avec le constat qu'on a tous sur l'environnement et sur les sujets écologiques aujourd'hui. Quand on était au lycée, nous, donc il y a 15 ans, c'était moins un sujet en vogue, on en parlait moins, même politiquement. Maintenant, c'est le sujet number one et c'est tant mieux. Donc pour moi, il est naturel quand tu crées ta marque aujourd'hui de directement se mettre sur ce pan-là de sustainable, quoi. Et pour les autres marques, les plus grosses marques qui existent déjà depuis longtemps et qui doivent un peu devenir green, le travail est beaucoup plus compliqué, tu dois changer tous tes fournisseurs, etc. Moi, je salue plutôt les efforts que font ces grosses marques pour devenir plus verts. Je n'aime pas trop tacler les grosses marques qui galèrent à tout changer leur process, ça doit être un travail de ouf, quoi. C'est marrant parce que tu aurais pu justement avoir un discours vachement trash par rapport à eux, en mode c'est l'ennemi. T'as pas mal d'entrepreneurs, tu vois, qui disent ça justement. Nous, on a dû se créer un ennemi. Voilà, toi, t'es beaucoup plus tranquille par rapport à ça. Déjà, il y en a d'autres qui le font, comme tu dis. C'est pas trop mon caractère. C'est quand même. Nous, on a un sujet un peu léger qui sont les girafes. Bon, finalement, c'est très sérieux et je t'en parlerai plus en détail parce qu'on est d'une asso, il fait de l'humanitaire aussi avec. Donc, nous, quand on communique, c'est toujours avec le sourire. Pas là à tailler les autres marques, ça sert à rien. Franchement, plutôt qu'on se mette tous dans une bonne mouvance et je pense que c'est comme ça qu'on va plutôt changer les choses, quoi. Et du coup, tu es de la mode et du responsable chez tes clients. Tu penses que il est où le curseur? Tu vois, les gens, ils viennent acheter plutôt un produit de mode ou plutôt ils viennent soutenir les girafes? C'est une super question. Moi, je me suis toujours dit que faire des vêtements avec juste marqué en gros sauver les girafes, s'il vous plaît, ça marcherait pas, quoi. Voilà, t'es une asso, quoi. Ça reste du textile, ça reste de la mode. On le porte sur nous tous les jours. Les entrepreneurs, les fondateurs, on a créé une marque pour telle cible, etc. Mais en fait, on le sait pas vraiment. Donc, on a appelé nos 80 best clients, ceux qui avaient acheté plein de fois sur le site. Et ils sont tous très très engagés. J'ai été halluciné de voir qu'ils étaient soit dans une asso, soit ils travaillaient carrément dans la décarbonisation. Ils ont tous des métiers liés à l'environnement ou alors des engagements à côté. Ça doit faire chaud au cœur quand tu vois ça. Franchement, c'est super que notre clientèle soit comme ça. Je pense que ça leur parle doublement, voire triplement notre message, parce que tous nos vêtements aussi, nous, ils sont éco-conçus, tu sais. Donc ça leur parle et on est très content d'avoir cette cible-là, quoi. On va inclure le plus possible nos consommateurs dans la création de ce produit. Comment vous aimeriez la nouvelle polaire, de quelle couleur, comment vous la portez d'habitude, est-ce que vous la portez plus oversize, est-ce que vous la mettriez tous les jours, etc. On essaye de récolter plein d'infos comme ça. Comme ça, nous, ça nous permet de créer le produit parfait pour notre clientèle. Et aussi de récolter des infos sur eux, quoi. Les infos, la data, c'est de l'or, tu le sais mieux que moi. Donc on récupère pas mal de petites infos comme ça, plutôt en quali, tu vois. J'ai oublié le nom de cette marque qui avait été pour moi un peu les pionniers à faire ça, à demander à leurs utilisateurs ce qu'ils voulaient, tu sais. Asphalt. C'est un modèle un petit peu que tu regardes. Ouais, complètement. Eux, ils ont été très très forts dans ce modèle-là. Je pense qu'il y a pas mal de marques qui s'en inspirent et c'est vachement intéressant. C'est pour préparer le lancement d'une précommande. On pose plein de questions, mais à la cool, quoi. Et le ton de Asphalt, il est super. Donc, c'est un peu plus pour les mecs virils, etc. Nous, c'est une marque de mode unisexe. On veut vraiment parler à tout le monde. C'est pas genré nos vêtements, en fait. Mais on a quand même un ton à la cool. On parle de girafe, in fine aussi. Mais franchement, ça a été une super inspi Asphalt et je pense qu'elle a inspiré pas mal d'autres marques. Est-ce que tu peux juste revenir un petit peu sur les démarches du coup de Girafon Bleu, parce que là je t'ai entendu parler de 2-3 sujets qui ont l'air assez importants. Donc tu as la partie association sur les girafes et tu as la partie upcycling. Tu peux revenir un petit peu sur ça? Donc c'est vraiment le purpose de Girafon Bleu, le sens et même la quête de sens, parce que je pense qu'une boîte elle doit toujours rechercher sa mission.
Ça, c'est le truc de trentenaire, ça. Nous, Girafon Bleu, en tout cas, je voulais faire une asso pour les girafes. Ouais. Donc la mission, c'est sauver les girafes. Comment on fait pour sauver les girafes? La façon la plus simple possible, récolter des dons sur chacune des commandes qu'on a. Donc sur le site internet, pour chaque article que tu vas mettre dans ton panier, il y a 2 € qui vont être collectés pour l'association. L'association s'appelle ASGN, c'est l'asso pour la sauvegarde des girafes au Niger. Et c'est une asso. Pourquoi celle-ci? C'est celle que j'ai trouvée. En fait, au tout début, j'avais donné peut-être 500 balles à une asso américaine qui m'avait mis un vieux mail automatique de remerciement. Et j'étais très content parce que moi, je voulais avoir du retour de l'association. Et eux m'ont contacté, ou moi je les avais contactés, je sais plus. Mais en tout cas, j'avais rencontré un monsieur français qui est un peu le pape de la sauvegarde animale en Europe. Ok. Qui s'appelle Pierre Gay et qui est un fan de girafes. Ok, incroyable. Et qui est un monsieur super jeune dans sa tête. Et il m'a dit, Emmanuel, viens avec moi au Niger, tu vas voir ce qu'on fait pour les girafes. Ah ouais. Et là, j'avais créé Girafon Bleu peut-être depuis 4 mois. Non, c'était un peu après le Covid quand même. Tu te sens comment à ce moment-là quand tu as le pape de la protection animale qui dit viens avec moi voir les girafes Moi, j'ai toujours saoulé tout le monde avec les girafes. Et là, j'avais vraiment l'impression de mettre enfin un pied dans le game des girafes. Ouais. J'étais, waouh, ça devient un truc de ouf. Et du coup, je lui ai dit oui direct. Je savais pas trop quel était le climat géopolitique du Niger à ce moment-là, parce que je savais pas. Wow, magnifique. Incroyable, c'est magnifique. J'espère que ça se verra à la caméra parce qu'elles ont l'air magnifiques. Donc du coup, tu arrives au Niger pour aller voir les girafes. Ouais, et l'action vachement terrain. Moi, j'avais donné à ce moment-là 2000 € pour l'association, c'était la première année. Et donc, il n'y a pas plus concret parce que moi, j'ai pu aller retirer moi-même les sous à un distributeur à billets en francs CFA, l'équivalent de 2000 €. Okay. Retirer moi-même pour aller ensuite le distribuer à l'asso. Et eux, ils ont une action de microcrédit. Alors, ils reversent des fonds à des groupements de femmes dans la savane, dans la brousse, vraiment. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Des femmes qui vont gérer la vie de ces villages, des villages dans lesquels les girafes passent. Donc, tu as les girafes qui vont passer devant les maisons des gens, quoi. Et toi, tu es vraiment là en plein cœur du truc et tu as participé à ça, etc. Donc, ça a été très vite très concret. Moi, ça a été une expérience de ouf parce que je dis, ok, il y a le truc pour les girafes, mais ça aide aussi les gens. De toute façon, ils veulent que ce soit communautaire, donc que les communautés locales travaillent avec eux. Oui, puis c'est malin parce que tu disais que le gros problème de l'extinction des girafes, c'est que l'humain empiète sur leur territoire. Donc là, plutôt que les empêcher d'empiéter, t'apprends aux humains en gros de cohabiter avec les girafes. C'est plutôt cool. Ouais, exactement. Eux, ils disent que pour sauver les girafes, il faut aussi sauver les hommes et les femmes qui vivent auprès d'elles. Ouais. Donc la punchline, elle est bien. Ouais, moi, je la réutilise. Et donc, c'était génial pour moi, d'un point de vue perso. C'était génial pour la marque aussi, parce que j'ai tout montré sur Insta. Et j'étais tout seul, quoi, dans la brousse, avec les gens de l'asso et puis et les girafes. Ouais. Et donc, j'ai pu tout montrer. Et à ce moment-là, Girafon Bleu, c'est devenu ce projet-là, quoi. Différenciant, quoi. Quand une marque de mode qui reverse des sous. Quand on t'écoute parler de cette expérience, franchement, c'est hyper fort. Tu vois, on sent que c'était un peu un acte fondateur. T'as l'impression que à partir de ce moment-là, ça a donné plus de poids, peut-être à toi, ta volonté de continuer là-dedans, ou c'était déjà Ouais, complètement. Je pense que c'est là où j'ai capté que ce que j'étais en train de créer avait vraiment un sens, quoi. C'est un mot un peu galvaudé, mais pour le coup, là, il y en avait vraiment. Et puis tu sens que les gens te suivent beaucoup plus, quoi. C'est incroyable de se montrer sur place, de montrer directement ce que fait l'asso. Tout le sujet en fait était de pas juste reverser des fonds, parce que malheureusement il y a des assos, même les plus grandes d'entre elles, qui ont pu un peu utiliser les sous de mauvaise façon. Moi je trouve que la meilleure manière de vérifier que l'asso utilise bien les sous, c'est d'aller sur place, soi-même vérifier. Et donc tu me parlais aussi de la partie upcycling, qui du coup qui est un peu moins en rapport avec les girafes, mais qui est quand même positive. Ça arrivait comment ça? C'est le changement climatique qui va impacter les girafes. Donc en fait, cohérent de faire des fringues de la manière la plus responsable et durable possible. Donc dès que j'ai créé le premier t-shirt, il était en coton bio. On peut pas en parler 1000 ans, mais c'est un coton où il n'y a pas d'insecticides et de pesticides chimiques vénères qui vont polluer les sols et aussi mettre en danger la santé des travailleurs. Ensuite, quand on a lancé des chemises, celles que je porte là, c'est avec des fins de stock de maisons de luxe françaises. Donc nous, on va aller faire notre sourcing en banlieue parisienne, dans des endroits cachés qu'on se donne pas entre marques.
pour aller chercher ces tissus. Moi, je les touche, je fais ok, ça c'est un très très beau tissu. On va s'en servir quoi. Ça, je voulais trop que t'en parles. J'avais vu du coup tu disais ça en préparant l'interview. Et donc moi j'avais eu une petite expérience, on avait créé une marque de coton réutilisable, et on avait voulu faire ça, et on a eu beaucoup de mal à rentrer en contact avec ces maisons justement pour récupérer les chutes de tissu. Sur le papier, l'idée elle était trop cool, et en fait, bon après nous on est allé beaucoup moins loin que toi, mais ça avait été compliqué. Donc, comment vous avez réussi à rentrer là-dedans? Donc ce travail de sourcing, je comprends pourquoi il est valorisable. Je sais que les boîtes quand elles font des levées de fonds, en fait tu mets le sourcing comme ayant une vraie valeur en euros quoi, parce que c'est une telle galère, tu sais rien. Quand tu dis le sourcing, tu parles de rechercher et sélectionner les fournisseurs. Ouais, ok. Comment on y est arrivé? Et je pense que c'est en faisant nos premiers pop-up qu'on a fait dans le coin là, dans le 3e, qu'on a partagé des espaces avec des marques, et ces marques, tu parles avec elles et elles te disent écoute, peut-être que tu peux appeler un tel, il y aura peut-être un truc pour toi. Voilà, vraiment du bouche à oreille. Mais après avoir noué une certaine relation avec la marque, c'est-à-dire avoir partagé peut-être un pop-up pendant un mois avec elle. Donc c'est un métier de vendeur au début que tu fais de magasin. Il y a des longs moments où il n'y a personne dans le magasin. Et là tu parles avec les autres marques. Et en fait là on s'entraide beaucoup. Moi j'ai apporté plutôt une aide sur le côté digital, tu vois comment faire le site et peut-être les publicités sur les réseaux sociaux. Et elles m'ont vraiment apporté le côté métier. Parfois c'était des marques créées par des stylistes carrément, donc ils ont toujours fait ça, etc. Je dis styliste carrément alors que les marques de fringues ça devrait être créé par des stylistes, mais il s'avère qu'il y a de plus en plus de mecs d'écoles de commerce comme moi qui créent leur marque. C'est un peu dangereux. Ils savent plus quoi faire les mecs d'écoles de commerce, ils ouvrent des restos. Ouais, c'est clair. Et justement ça m'amène une question par rapport à ce que tu disais avant. Moi j'ai un bon copain qui travaille dans la mode, mais plutôt dans la partie magasin et justement sourcing, etc. Et je vois que le milieu de la mode c'est un petit peu une secte, tu vois, tout le monde se connaît et il y a aussi une sorte de fame en fonction de où t'es quitté. Est-ce que toi t'as ressenti que c'était compliqué justement le fait de pas venir de là, de rentrer là-dedans, nouer des contacts, de créer un petit peu ton réseau? T'es mis de côté ou t'as réussi à rentrer facilement? Pour le coup, je pense que c'est lié à ce sujet de styliste versus école de commerce. Je pense que pour le coup, c'est nouvelles marques, c'est avec le Slip français ou Cabaya, se sont un peu détachés de ce microcosme très parisien, marais de la mode, très fashion week aussi. Tu vois, on va pas faire des défilés en fait, nous. On n'est pas une marque à défiler quoi. Et c'est un peu un autre style de marque de mode, je trouve. Donc moi ça me dérange pas de rentrer dans ce cercle là. J'ai aussi mon cercle. Oui, d'accord. Et tu vois, on sort un peu des codes de la mode pure. T'as ton sous-segment entre guillemets, tu vois, très éco. Et c'est particulier comme milieu, tu l'as dit, c'est régi par un calendrier de la mode avec des fashion week qui vont présenter la collection été, la collection hiver, etc. Mais ça a été des techniques à la base pour vendre sur toute l'année et proposer de nouvelles fringues à des nouvelles boutiques, etc. Bon, il en faut des techniques commerciales, mais ce calendrier il a été inventé quoi. Spring, summer, automne, winter, ça n'existe pas comme saison. Dans une logique de consumérisme assez forte en plus. Et c'est assez effréné quoi. Donc tu fais la fashion week, ensuite bam tu travailles sur votre collection, et ça je sais qu'ils l'apprennent beaucoup en école de mode parce que moi depuis 2 ans je donne des cours dans une école de mode. Mais alors c'est le cours qui a rien à voir avec les autres cours. Finalement le mec d'école de commerce il finit à donner des cours aux modeux quoi. Pour leur montrer un peu l'autre aspect, plutôt vente en vrai, mais marketing et entrepreneuriat, j'ai appelé le cours. Leur cours à côté c'est du patronage, c'est de la couture, c'est du modélisme, donc très très difficile. Moi j'aurais jamais été capable de faire ça. Franchement c'est des artistes, des artisans, les créateurs de mode, et puis c'est les étudiants qui me parlent de tout ça et tout ce milieu que je connais un peu moins moi. Ça te plaît de donner des cours? Ouais, j'aime beaucoup, c'est un truc que j'aime bien faire même avec mon équipe. Il y a un côté pédagogue, alors que toi t'es en train d'apprendre tous les jours, tu vois, à 31 ans de créer ta boîte, c'est même pas un secteur d'où tu viens, j'ai aucun parent qui vient de ce milieu là, etc. Donc t'apprends beaucoup, mais tu peux aussi reverser. Est-ce que tu as appris toi, comme toi avec tes différentes expériences, tout marketing, agence média, tu peux l'apprendre à des gens. Et en fait, je trouve, moi, ce qui m'intéressait le plus quand j'étais en cours, c'était les expériences, les retours métiers. Tu as vraiment le gars ou la fille qui vient te parler de son métier tous les jours. Ça paraît tellement concret, quoi. Donc ça m'intéresse plus. C'est ce que j'essaye de faire. Mais il faut avoir la fibre. Tu as des gens qui aiment bien transmettre. J'ai l'impression que tu es là-dedans. Et je trouve que quand tu es là-dedans, en fait, le fait de voir quelqu'un qui apprend de ce que tu as dit, c'est assez valorisant, quoi. Et si ça te plaît, en fait, faut faire ça, c'est trop cool, quoi. Puis il y a un peu le syndrome du moi j'étais
moyen, mauvais élève, pas hyper studieux quoi. Ouais. Et ouais. Ok, on est dans le même segment. Je vois où tu étais assis en école de commerce, on devait pas être loin. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'aime bien avec les étudiants accompagner celui ou celle qui va être un peu plus en galère sur un des sujets. Parce que parfois, quand tu es un peu à la traîne en cours, c'est parce que tu n'as pas toutes les informations. Et du coup, tu n'oses pas poser 10 000 fois la question. Et tu vois les autres avancer. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la classe? Il n'y a que moi qui comprends rien ou quoi. Et quand c'est toi qui es à la place du prof, tu sais que ça peut se passer comme ça pour certains élèves. Et du coup, tu vas les accompagner. Et c'est très kiffant de voir à la fin de l'année la progression. Ouais. Et ça, les profs, en vrai, ils en parlaient souvent de la progression, a fait des progrès, et je comprenais pas trop. Moi, je trouvais que c'était un peu du bullshit. Mais en fait, c'est ce qui est le plus kiffant et le plus valorisant pour un prof. C'est de voir la progression et d'avoir réussi à intéresser l'élève qui n'était pas forcément intéressé. Est-ce que tu penses que en 2023, on peut vraiment rivaliser en étant une marque éco-responsable avec des gros mastodontes du retail qui, en fait, respectent pas les mêmes règles du jeu que toi? Ouais. Ma réponse est oui, je le pense sincèrement. Et je pense que même ces gros mastodontes du retail, elles se mettent sur ce créneau-là aussi. Alors l'upcycling, tu as raison d'en parler parce que c'est un sujet un peu particulier. On va récupérer des fins de stock, de tissus, donc on va pas pouvoir faire les si grosses productions qu'on aimerait faire. Nous, on a peut-être 40% d'upcycling, le reste ça va être coton bio ou des matières recyclées. Mais je vois que tous les gros retailers dont tu parles, ils se mettent sur ce créneau aussi. Ils vont utiliser du coton bio aussi, ils vont utiliser des matières recyclées. Tout ça va faire baisser le coût de ces matières premières s'il y a beaucoup d'achats. Je pense que vraiment, c'est l'avenir, c'est même le présent. Il va falloir jouer avec ces matières-là qui sont plus nobles parce qu'on ne peut pas produire de la façon dont on le faisait avant en polluant comme ça. Vous êtes Bicorp, je crois. Ouais. Il faudra nous raconter un peu ce que c'est, mais est-ce que tu penses que demain, c'est possible qu'il y ait un H&M Bicorp, peut-être pas H&M, mais tu vois, une grosse boîte aussi internationale, aussi forte économiquement, en Bicorp? Il faudrait que ça existe. Je pense que pour les énormes entreprises mondiales, c'est pas encore possible d'avoir ce label Bicorp qui est quand même vachement exigeant sur plusieurs piliers. Qui va être la fabrication, qui va être la façon dont l'entreprise gère ses salariés. Il y a des questions, pour te dire à quel point ça va loin, moi je m'en souviens d'une question quand on a passé la certification Bicorp, qu'on a eu en juillet là. Bravo d'ailleurs, parce que je sais que c'est un chemin compliqué. Ouais, voilà. Travail très exhaustif, mais franchement, plein de best practices à garder de ça. C'est quoi juste les grands critères qui vont te demander? Je vais en oublier, mais la façon dont tu produis, la façon dont tu vas gérer tes salariés, comme je le disais, est-ce qu'il y a un engagement, un supplément d'âme avec l'entreprise? C'est quoi la gestion des salariés? La question particulière, tu vois, vraiment particulière, c'était par exemple, est-ce que vos entreprises, quand ils travaillent chez eux, donc en télétravail, est-ce que vous leur dites bien de pas allumer la lumière en plein jour et de régler le radiateur trop fort chez eux en plein après-midi? Spécifique. Et j'étais en mode, non. Et en fait, dans la compagnie, enfin moi en tant qu'employeur, j'ai jamais pensé à dire à mon employé, fais gaffe à la température de ton radiateur chez toi. Mais en fait, tu peux produire un peu handbook, ils appellent ça. Tu vois des bonnes pratiques à avoir en télétravail, ça coûte rien. Du coup, je l'ai fait. Du coup, j'ai coché la case. Oui, en fait. Et il y a pas mal de sujets comme ça, plus ou moins importants. Je dis pas que c'est pas important ça, mais c'est bien deep quand même. T'as des choses qui viennent mesurer eux-mêmes? Ou c'est que du voilà. questionnaire? Il y a cette première partie qui est questionnaire, tu réponds, mais en réalité tu pourrais répondre ce que tu veux. La vraie partie c'est l'audit. Donc là tu as quelqu'un de Bilab, donc c'est les gens qui travaillent chez Bicorp, qui vont reprendre toutes tes questions auxquelles tu t'es mis des points et qui vont dire prouvez-le. Ah ouais, donc en fait si tu triches ça va mal se passer quoi. Voilà, normalement tu peux pas du tout tricher. Et c'est beaucoup de fichiers, beaucoup de certifications. Nous, on a dû montrer tous les labels qu'on avait. Donc, on a le label coton bio GOTS, on a le label GRS qui va dire que les fringues sont recyclées. On va avoir aussi les factures de l'assaut, les quittances de l'assaut qui vont nous dire oui, ils nous ont bien donné 25 000 euros en telle date, etc. Donc, tu dois tout prouver. Il y a une autre question qui est intéressante, c'était à savoir à quel point tu travailles avec des entreprises qui sont women-owned, donc qui appartiennent
qui sont gérés c'est et l'idée intéressant. par des femmes. J'en avais aucune idée. Donc là, j'ai appelé tous mes fournisseurs. Ouais, est-ce que c'est géré par les femmes? Non, pourquoi vous posez la question? Ah, d'accord, bon, tant pis. Et là, je mettais non. Et parfois, je l'apprenais que oui. Donc en fait, c'est un travail qui m'a permis de beaucoup mieux connaître mes fournisseurs. Ça les a un peu marrés d'ailleurs que je leur pose ces questions, mais moi, c'était pour répondre à l'enquête et tu vois, au questionnaire Bicorp. Donc en fait, ça te met dans un process qui est assez sain. Et le label, tu l'as pendant 3 ans. Et après, tu l'as plutôt de le repasser. Donc c'est pas gelé ad vitam aeternam. Ouais, t'as tout un sujet, je trouve que je trouve fascinant, qui est de redéfinir un petit peu les KPI de croissance, tu vois, et justement, je trouve que c'est compliqué en fait de faire du green dans un système où le KPI seul, c'est la croissance en euros, tu vois. Tu penses qu'on peut vraiment réussir à faire une marque verte dans un système capitaliste, justement? Je pense que c'est jouable. Ben oui, ça pose un peu la question de pourquoi produire au final, alors que pour limiter notre impact, il faudrait juste arrêter de produire. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des gens, tu vois, qui sont peut-être dans le green, hyper asso, et qui disent non mais les gars, Girafon Bleu, ils se foutent de notre gueule à la fin, ils sont là pour faire du pognon. Ouais, et figure-toi qu'en fait, au début, pas mal. Je pense que la première année, on a lancé la marque, et avec notre campagne de crowdfunding, on a eu pas mal de visibilité, on est passé à la télé sur France 5, à la radio sur Fun Radio. Je sais, la première année, ça a été vraiment une grosse éclosion de la marque et du coup plus visible pour les gens. Et là, il y a eu plein de gens, mais à raison en vrai, qui doutaient de notre bonne intention. Donc après, c'est tout le travail de la marque de prouver qu'on est sincère dans la démarche. Et moi, ce que j'adore pour faire ça, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est de montrer qu'on va sur place sur le terrain avec l'asso, qu'on a un vrai projet. Et si nous, on produit des fringues, si on vend des produits, et ben, moi, j'aime bien cette idée qu'il y a un don qui soit collecté sur chaque produit vendu. Comme ça, chaque achat, il sert à quelque chose, quoi. Et c'est 2 euros par article maintenant, parce que ça fait penser à un don, c'est pas un pourcentage, tu vois, du chiffre d'affaires ou alors du bénéfice, c'est trop opaque ça pour moi. Palpable. En plus, en tant que mauvais élève, tu fais pas bien le calcul, tu sais pas comment. Là, tu as 2 euros, tu rajoutes dans ton panier, si t'en mets 2, 3, ça peut faire 6, 10 euros. Ça fait vraiment l'effet d'un don avec une vraie valeur. Et après, à nous de montrer qu'on utilise bien ces sous pour une vraie bonne cause. Et ça, maintenant, on n'a plus du tout ce genre de remarques, tu vois, sur Insta. En vrai. Et puis, il n'y a pas que l'argent, mine de rien, pour aider les assos. Nous, parfois, il y a des gens qui nous disent ben, j'ai pas besoin de nouveaux vêtements. En revanche, j'aimerais bien aider la cause des girafes. Qu'est-ce que je peux faire? Mais nous, c'est gagné. Pour moi et mon projet d'asso à la base, avant Girafon Bleu, l'asso serait appelé Girafon Bleu aussi, je pense, mais c'est tout gagné. Moi, je leur envoie juste le site de l'asso. Je dis, bah, franchement, faites un don direct là-dessus. Ça peut faire un peu, tu vas pas vendre ton truc, tu vas faire de cher. C'est pas grave. Enfin, si on a pu servir à ça, la boîte, elle peut s'arrêter demain, tu vois. Si tu as déjà eu un peu un impact sur ça, sensibilisation, etc., je trouve que c'est gagné un peu déjà. Mais c'est fort parce que c'est une transparence absolue. Tu leur dis carrément, passez pas par moi. Et tu vois, tu te dis, bon, bah, ok, on va passer par lui parce que c'est pas juste un middleman, on sait pas ce qui se passe, donc c'est trop bien, quoi. En revanche, je veux bien me servir des outils qu'on a aujourd'hui pour essayer de collecter un max de dons. Et pour collecter un max de dons, il faut que nous, on vende le plus possible de vêtements aussi, tu vois. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec beaucoup de ventes sur Internet, moi, je me sers de ces leviers sur Internet. C'est un peu mon métier d'avant. Pour vendre, pas pour juste collecter des dons comme une simple asso. Alors, simple sans du tout le terme péjoratif. Mais plutôt d'une façon, on est une entreprise, c'est Girafon Bleu SAS, ça s'appelle le vrai nom. Donc, tu vois, on va quand même se servir de ces outils un peu capitalistiques pour récolter des dons. C'est un peu la manière dont je vois la chose. Comment tu vois un peu l'avenir? T'es plutôt forte croissance, tu crois à la décroissance, à la croissance, le mot en ce moment c'est croissance raisonnée, je crois. Toi, tu vois ça comment pour Girafon Bleu? Ouais, croissance raisonnée, ce serait bien. Ça a un peu changé ma vision de la croissance. Au départ, j'avais un peu des images de boîtes, surtout dans la tech en fait, qui font des croissances immenses. Ouais, je veux bien. Des croissances immenses en 2-3 ans. Mais en fait, quand tu as une marque, il faut du temps pour l'installer. Guillaume Gibaud du Slip Français, il a parlé de 10 ans pour que les gens ils connaissent ta marque vraiment. Donc ma croissance, il faut qu'elle soit complètement raisonnée. Tu as bien fait de dire le terme. Ça prend du temps. Trop bien. Il y a une question que j'aime bien poser. Tu as 4 ans d'existence. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as fait dans l'entrepreneuriat jusqu'à présent? La plus grosse erreur que j'ai faite, je l'ai faite l'année dernière. Ça n'a pas été une très bonne année l'année dernière parce que sortie du Covid, guerre en Ukraine, début de la crise, on y est encore.
Franchement, l'année dernière, c'était chaud pour Oui. pas mal de marques. Mais moi, l'année dernière, en plus de cette crise, j'ai décidé de produire beaucoup plus de produits que ce que je fais d'habitude. On sortait des nouvelles bananes. Ok. Donc en plus, un nouveau produit, c'est pas exactement du prêt-à-porter, c'est de l'Access. Ok. Et je suis pas très bon sur l'Access en fait. J'avais des minimums de production un peu élevés, mais je voulais faire quand même mes 2 coloris. Bref, j'en ai produit beaucoup trop. Il m'en reste je sais pas combien sur les bras. Et la question aujourd'hui est qu'est-ce que je vais faire de ces bananes? En Ok. plus, elles se vendent mal. Donc j'ai un produit qui j'en ai fait trop, ça se vend pas très bien et j'ai du stock et avoir du stock sur le long terme, ça coûte de l'argent, Ouais. c'est pas bien. La solution qu'on a trouvée, c'est de les brader, bien sûr. Donc ça part avec un prix moindre. Tu perds moins d'argent, mais tu gagnes pas beaucoup d'argent, quoi. Ouais, il faut qu'on déstocke ces produits-là. Je dis que ça a été une grosse erreur parce que en fait, tu as investi beaucoup et c'est l'argent que tu récupères pas. Ouais. À tel point que tu te demandes bon bah ça met carrément la société en danger. On est encore tout petit. Faut vraiment que les ventes des autres produits puissent porter ces ventes de bananes là qui marchent pas. Mais c'est quoi? C'est un problème de vision où tu t'es dit, mais c'est l'année de la banane et c'était pas Ouais. le cas? Ou c'est la façon dont tu l'as testé, tu t'es dit, en fait, j'aurais dû tester un peu moins fort. J'ai un peu poussé le truc. J'ai fait les questionnaires de précommande, comme je te disais. J'avais pas trop de réponses, mais en fait, j'ai Ok. Ah ouais. quand même insisté t'es pour en sorti de avoir ton process un plus. peu. Ouais. Ok. Je me suis un peu menti à moi-même. Les bananes, moi, je les trouvais super cool, mais elles sont très identifiées girafon bleu avec des taches de girafe bleue dessus. Je me suis un peu planté sur le design. Donc, je pense que il va y avoir une solution qui va être de don à l'assaut au Niger, qui va la filer à des gens qui en ont vraiment besoin. Tu parlais en fait du fait que t'es pas de l'entrepreneuriat et que et toi t'es solopreneur. Ouais. Et donc bon moi tu fais des erreurs mais tout le monde. Ouais. L'entrepreneuriat, je me rends compte que c'est quelque chose qui peut être un peu dur quand t'es tout seul parce que Ouais. il y a beaucoup de gens qui sont qui soit de la famille soit des amis. Toi du coup solopreneur qui est pas du milieu, comment tu gères ça? Déjà, ça me serait pas venu à l'idée de, à la base, créer Girafon Bleu avec une autre personne, tellement c'était un projet qui était Ouais. perso, qui me date de l'enfance, cette histoire de girafe, etc. Donc, c'est un peu la création d'entreprise passion qui, je ne savais pas trop à l'époque où ça allait me mener. En fait, avec le succès que ça connaît, force est de constater qu'il faut que je m'entoure et que je peux pas faire tout seul. Donc complètement. En fait, tu t'entoures. Les nouveaux gens qui travaillent avec moi, ils sont pas dans ma boîte en réalité. C'est des faux collègues, quoi. Ok. Mais je les considère un peu comme tels parce Mais c'est que qui ces gens-là? C'est eh ça va être Guillaume qui a sa marque de fringues surprise, ça va être Valentin qui a sa marque de cidre d'accord. fils de pomme. d'autres Voilà. entrepreneurs un Ouais. peu dans ton écosystème. Je trouve que c'est un peu tes nouveaux collègues, quoi. C'est ça que, Ouais, c'est ça que d'accord, je veux ok. dire. Et donc, tu t'entoures de ces gens-là, mais j'avais besoin d'une garde encore plus rapprochée. Ok. Donc moi, j'ai fait il y a 2 ans une levée de fonds en Friends and Family D'accord. and Fools. On rajoute parfois donc les amis, la famille et les fous parce que Je connais ta pas cette expression. société est tellement à un early stage que c'est un peu n'importe quoi d'investir à ce moment-là. Mais ils croient en toi et ils croient en l'entrepreneur, donc à toi de les convaincre. Moi, j'ai 5 amis et 5 membres de ma famille qui m'ont rejoint dans le projet à une Ok. toute petite échelle, mais quand même significative. Et puis certains d'entre je les ai sélectionnés aussi parce que chacun avait un peu son expertise différente. J'en ai une cousine qui travaille en RSE par exemple, qui m'aide Ok. beaucoup sur tous ces sujets-là. Un frère qui lui est très fort en marketing. Donc tu t'entoures avec tes proches aussi et leur métier de gens comme ça. Et en passant le label B Corp, dernière chose, il y avait une question. Est-ce que vous avez un advisory board? Ouais. Ça te faisait gagner des points. Ok. J'étais, qu'est-ce que c'est un advisory board? Je regarde ce que c'est. En fait, ça va être des conseillers qui n'ont aucun intérêt économique dans ta boîte, mais qui t'aident à titre gratuit, et parce qu'ils aiment bien le projet, peut-être parce qu'ils aiment bien le fondateur. En fait, c'est souvent des relations humaines dans tout ça. Donc, je me suis fait aussi mon petit board Ok. de 3 proches maintenant, 3 gars qui ont leur boîte ou alors qui sont DAF, directeur financier de start-up. Ok. Et eux, cette année, m'ont vachement aidé à prendre les décisions stratégiques parce que il y a toujours autant de décisions, mais elles sont de plus en plus stratégiques, quoi. Bah ouais. Et il faut pas se foirer sur les questions importantes. Je vais pas leur poser toutes mes questions que j'ai, sinon ils en pourraient plus. Et franchement, c'est pas leur job. Mais pour les trucs importants, je leur demande. Et j'ai l'impression, pour la première fois, d'avoir un peu des associés avec moi, avec ce nouveau board, tu vois. C'est eux un peu ta garde rapprochée. Ouais, c'est carrément une Ok. manière rapprochée. Intéressant. Moi, j'ai l'histoire d'un copain entrepreneur qui m'a raconté ça. J'ai trouvé ça trop marrant.
Il me disait, moi, je vais me faire un board. Je vais prendre le CEO de mon secteur, d'une boîte de mon secteur qui cartonne. Je vais prendre un mec de la tech qui est trop bien. Ouais. Et je vais mettre mon père et ma mère. Je fais comme ça. Bah ouais, eux, ils me connaissent. C'est eux qui vont le plus respecter mes intérêts et les protéger. Donc je vais les mettre dans mon board juste parce que c'est mes parents ou presque. Tu vois. Et je me suis dit, il est complètement fou. Et en même temps, pourquoi pas, tu vois, si lui ça le rassure et qu'en fait il a un rapport hyper fort avec ses parents de conseil, ben, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de recette, je pense, en fait, dans ce truc. Non, et puis il y a pas mal d'exemples de boîtes familiales qui ont pas mal marché au final. Donc, moi, ça me semblait assez naturel aussi de ramener la famille dans ces actionnaires, en tout cas. Bon, ils sont pas dans ce board, mais ouais, franchement, ils sont de bons conseils. Et comme il dit ton pote, ils te veulent du bien, normalement. Ouais. Tu vois. Parfois même tes potes les plus proches ils ont un peu je sais pas, ils se réjouissent un peu quand il y a des petites galères, tu comprends pas, t'es en mode vas-y aide-moi mec. Tu vois pas que j'ai 4000 bananes à écouler là. Ce qui est compliqué c'est de comprendre quand t'es salarié bien installé pourquoi tu vas tout quitter pour te mettre un salaire de misère et créer ta boîte quoi. Ouais. Mais en fait ils en ont un peu envie aussi parfois de créer leur propre truc mais c'est risqué. Ça dépend de ton aversion au risque, quoi. Non, mais ce que tu viens de dire, je le ressens pas mal autour de moi. Effectivement, à la fois, ils comprennent pas, en même temps, ça donne envie. Mais du coup, c'est compliqué parce que, tu vois, par exemple, tu repars au bar voir les copains, tu vois, tu peux pas forcément discuter de ça, de ces trucs entrepreneuriales, parce que, un, ils connaissent pas forcément le sujet, et deux, potentiellement, ils s'en foutent un peu. Parce que, en fait, tu vois, le taf, il a terminé à 19h. Ouais, alors toi, t'es à fond. Ils ont pas envie que tu viennes les embêter avec soit des girafes, soit quoi que ce soit. Donc, toi, par rapport à ça, t'as quand même réussi dans cette garde rapprochée à avoir des personnes à qui tu peux, embêter, tu sais, dans le bon sens du terme, lui dire, mec, là, je galère, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je vois très bien ce que tu veux dire parce que surtout, la première année, je pense, mais t'es hyper excité par ton projet, tu parles que de ça. Je pense qu'il faut faire un peu attention à ça, parce qu'effectivement, tu saoules ton entourage, quoi. Et en me rendant compte de ça, je me suis dit, mais en fait, il faut moi aussi que je pose des questions à mon pote, même si il est salarié dans une boîte d'assurance qui va a priori moins me parler. Mais en fait, quand tu es entrepreneur, tu vas toucher à tous les corps de métier au sein de l'entreprise. Donc ça va forcément te parler à un moment ou à un autre ce qu'il va te dire. Et ça m'a appris, moi, à arrêter de parler de moi et à poser des questions en retour et avoir plus d'échanges. Et j'ai complètement ressenti ce que tu dis, quoi. Ça m'est déjà arrivé ce truc aussi de se dire, ok, bon bah, comme je sais que moi j'ai envie de parler, en fait, je me mets à la place de l'autre personne. Ok, peut-être que Lucie, il a envie de parler de sa journée qui était intéressante. On a quasiment fini de manger, mec, c'était trop chouette. C'est très bon, surtout. Peut-être une dernière question sur Girafon Bleu. On a pas mal parlé de la vision et de ce que vous avez fait. C'est quoi là les grosses ambitions pour 2024? Qu'est-ce que vous avez dans le pipe? Eh ben 2024, ça va être une nouvelle année pour nous parce que on quitte un modèle de marque très digitale pour passer vraiment sur ce modèle de marque qui va rentrer en boutique et à un peu montrer nos collections en avance à des boutiques. Et pour ce faire, j'ai une nouvelle team de commerciaux chez Girafon Bleu qui viennent de nous rejoindre. Donc je suis hyper excité de tout ce qui va se passer l'année prochaine. Ça va commencer dès janvier avec les salons. Et à nous, le monde des boutiques en France et chez nos pays voisins européens, tu vois. Et j'ai hâte de ça. Moi, je garderai toujours ce côté digital, à gérer le site e-commerce, à gérer ma team pour faire les réseaux sociaux. C'est super créatif, super chouette de faire ça. Mais là, il y a tout ce nouveau aspect commercial, démarchage terrain qui va être génial à suivre avec cette nouvelle équipe-là. Et donc, j'ai hâte de la débuter parce que ça fait passer vraiment Girafon Bleu à un autre level, quoi. Puis par rapport au début de la discussion, là, j'ai l'impression que c'est un peu l'étape où tu rentres encore un peu plus dans le monde de la mode, où tu joues le vrai jeu de la mode avec les appels en boutique. Peut-être que tu auras ce truc de spring et tout, donc c'est intéressant. C'est vrai, mais en fait, on a aussi parlé de Asphalt et de leur modèle de précommande méga innovant. En réalité, ce modèle de précommande, il a toujours existé avec ces salons-là, avec ces collections que tu dois préparer 6 mois à l'avance. Les boutiques, elles viennent te passer des précommandes, en fait. Bon, elles payent pas tout de suite, elles payent au moment de la réception. Mais c'est intéressant de voir que ça existait déjà dans le monde B2B, quoi. Ok, intéressant. Et bon, tu l'as enlevé, mais t'as une super doudoune sans manche. Franchement, c'est un joli produit. Je la montre un peu. La nouvelle polaire qu'on a sortie cette année. Et la grosse innovation, c'est qu'on a mis un zip là. Et du coup... Hop, on peut en faire un gilet sans manche. Alors là, je le montre, c'est pas très beau.
Ouais, tac, hop, plus de manches. Je sais pas si on verra bien, mais non, franchement, nous, on a bien aimé quand t'es arrivé avec. On s'est dit, franchement, c'est un joli produit. Finition trop cool, franchement, ouais. Avant de partir, on aime bien poser 2 questions. Ouais. La première, est-ce que tu nous recommanderais un restaurant pour aller déjeuner? Alors, soit business, soit autre. C'est quoi le restaurant que tu nous conseillerais? Il y a un resto dans le 11e où j'habite qui est pas mal, qui s'appelle Basique. Ok. C'est vers Voltaire. Ok. Donc Basique Voltaire, ils te servent que le légume rôti. Et en fait, t'en prends plein, tu vois. Enfin, moi, j'en prends plein, mais parce que je mange beaucoup. Mais c'est très compatible avec ma copine qui a une alimentation complètement différente de la mienne. Quoi. Moi, j'avoue, je suis assez viande, charcuterie. Pâté croûte et tout, et elle très végétarienne, etc. Et franchement, sur ce resto on se retrouve parce que c'est que des portions comme ça, tout est délicieux, et vraiment tu reviens à la racine des produits et de la bouffe. Donc on est assez fans tous les deux, on a trouvé notre resto, on peut y aller tous les deux, quoi. Trop bien, ça donne envie en tout cas, trop bien. Basique. Et dernière question, est-ce que tu nous recommanderais une personne à inviter à table? Ça peut être pour les raisons que tu veux. La question reste volontairement ouverte. Oui, j'en pense. Je pense très vite à quelqu'un, mais dont je t'ai juste name droppé tout à l'heure, qui est Valentin. Valentin, il a créé Fils de Pomme depuis 7 ans, je pense. Donc c'est du cidre français, bio, et qui est distribué maintenant dans plein de restos, plein de bars, plein d'hôtels. Et j'ai vu hier qu'ils ont posté sur Instagram, ils sont fournisseurs officiels de l'Elysée. Donc chapeau à eux. Et puis Valentin, comme moi, il est pas fâché avec la bouffe. Donc je pense que le concept va lui plaire naturellement, quoi. Avec plaisir. Je pense que j'ai déjà bu du Fils de Pomme. En plus, ça me parle. Donc c'est quelque chose qui est déjà un peu dans l'écosystème. Mec, merci beaucoup. Merci. C'était trop chouette. Et puis très à bientôt. bon en plus. Merci beaucoup. Merci mec. Salut Thomas.